Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à Walf et bienvenue dans la dernière partie de l'édition du soir. Au menu, comme tous les soirs, la rubrique Vue du Net avec Hassan Gueye. Bonsoir Hassan. Bonsoir Moustapha. De quoi va-t-on parler dans cette rubrique? De la commission de la carte nationale de presse qui a été installée ce lundi. Une commission qui vise à assainir le milieu de la presse et qui doit donc délivrer les cartes aux ayants droit. Dirigé par un jeune journaliste, Daoud Mine. Vous aurez également la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs qui porte la signature de Safiatou Cissé et notre invité de ce soir. Il s'appelle Dame Mbodj, il est le secrétaire général du CUSEMS Authentique. Il est également coordonnateur du G20. Dame, bonsoir. Bonsoir Moustapha, c'est un plaisir de vous retrouver sur Walf Soir pour partager avec vous ces moments d'actualité. Avec vous, on parlera des mouvements de grève notés ces derniers temps chez les organisations syndicales, mais on ne parlera pas que de ça, on reviendra sur l'éducation en général. L'éducation, justement, ça pose problème dans ce pays. C'est le thème du dossier de Fatou Bintou Diouf qui a fait le constat qu'aujourd'hui, la cigarette, le tabac, l'alcool ne sont plus utilisés que par les hommes. Les femmes également s'y mettent. Si certains évoquent un problème d'éducation, pour d'autres, le problème est ailleurs, puisque les femmes constituent la couche sociale qui subit le plus les violences et les difficultés de la vie quotidienne également. C'est en tout cas l'analyse du sociologue Abdou Khadr Sanogo. Il s'exprime dans ce dossier réalisé par Fatou Bintou Diouf. Cigarettes, alcool, cocaïne, yamba, chicha. Les femmes deviennent de plus en plus nombreuses à être accros de ces substances. Je prends l'exemple d'une maman et tout ce que je dis, j'en suis témoin parce qu'il ne faudrait pas dire ce qui n'est pas clair. Par exemple, tu prends l'exemple d'une maman qui envoie sa fille pour qu'il aille chercher soit de l'alcool, du tabac. Là, la maman va l'utiliser avec ses copines au niveau de sa chambre. Waaw, loolu moom phénomène la boo xamante ni si pour l'instant dafa xew. C'est devenu un phénomène de société, que ce soit chicha, cigarette ou bien toute forme de drogue. C'est aujourd'hui monnaie courante, on en voit à tous les coins de rue maintenant. Dafa tey temps yi dafa lëmbee réew mi ñaawteef yi nga gis ni yu si bëree bëri loolu moo koy waral. Ni nga ko waxee rek cigarette moom. Jadis on connaissait son usage avec les hommes, mais puisque le monde roule à l'envers maintenant, ce sont les femmes qui sont les plus victimes du tabagisme ou bien qui consomment le plus d'alcool ou bien de chicha. Mais vous savez, à ce moment, il y a beaucoup d'étrangers parmi nous et il faudra aussi beaucoup revoir aussi les ports vestimentaires de nos filles. Avec toutes les particularités que cela implique, hommes et femmes n'ont pas les mêmes réflexes face à l'usage de drogue. Alors, pourquoi les femmes s'adonnent-elles à ces pratiques? Les parents prennent leurs responsabilités. Vous avez votre fils ou bien votre fille au niveau d'une maison, mais vous ne prenez même pas la peine de voir ses vases et biens. Les enfants doivent prendre en référence leurs parents, mais également tout faire pour les copier en tant que modèle. Mais vous savez, c'est un complexe parce que vous fréquentez des gens qui boivent, qui fument, et à long terme, vous finissez par les copier sans réfléchir. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités, sinon elles vont détruire la société avec cette pratique. Pourtant, les risques sont nombreux, mais de l'avis du sociologue Abdou Khadr Sanogo, la pauvreté, le stress, l'angoisse peuvent justifier l'envie chez certaines femmes d'utiliser des stupéfiants. Pauvreté, difficultés, contraintes, stress, angoisse, ça attaque beaucoup plus les femmes. Véritables conséquences des grands problèmes de société sont portés par les femmes. Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la drogue est utilisée comme une sorte de refuge pour pouvoir, laisser libre cours à ces frustrations, à ces angoisses, à ces questions existentielles. C'était comme si c'était une sorte d'exutoire que les femmes utilisent pour noyer leur colère, pour noyer généralement leurs soucis, mais pour aussi essayer peut-être de se chercher un petit instant d'entre parenthèses. Le sociologue constate également que cette évolution est plus forte chez les jeunes filles de 15 à 25 ans. Mais ils sont dans l'ère de ce qu'on appelle l'envie de découvrir. Maintenant, dans cette envie de découvrir-là, on découvre de bonnes choses comme de mauvaises choses. Souvent, quand maintenant vous n'avez pas les outils et les rudiments nécessaires pour pouvoir faire face, on sombre. Donc c'est la raison fondamentale pour laquelle la drogue
est beaucoup plus utilisé aussi par la frange jeune. Donc de ce point de vue-là, tout le monde sait que il y a aussi l'influence, si vous voulez, de la modernité, le foisonnement, peut-être des outils, Internet, ainsi de suite, mais aussi le cinéma, généralement. Donc, ce caractère d'imitation sociale, ce caractère de contagion sociale prédispose les jeunes filles également à avoir ce genre de pratique à travers les stupéfiants dont vous parlez. Voilà diverses raisons évoquées pour expliquer la consommation de cigarettes, alcool, chicha par les femmes. Un phénomène qui prend des proportions inquiétantes au Sénégal. Fatou Bintou Diouf Dambodj, vous êtes enseignant, donc éducateur. Ce qu'on voit dans ce dossier-là, ça repose le débat autour de l'éducation, non pas seulement à l'école, mais dans nos familles, un peu partout en général. Effectivement, Moustapha, vous avez vu que effectivement, ceux qui ont été interrogés même déplorent la situation, parce que quand on en arrive à des jeunes filles qui s'adonnent à des pratiques d'utilisation d'alcool, et de chicha, comme ils le disent dans les quartiers de Dakar. Donc une génération qui commence à se comporter comme des Européens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une société africaine, une société sénégalaise. Ça veut dire que l'éducation a échoué dans notre pays. Et si l'éducation échoue dans notre pays, ça veut dire que notre société est en danger. Parce que pour qu'on puisse avoir une volonté de vivre ensemble, de vivre avec des normes, avec des règles, il faut qu'on éduque les gens. Mais si chacun peut faire ce que bon lui semble, si chacun peut faire avoir des comportements que personne ne souhaite dans notre société, mais ça veut dire que nous allons vers la déchéance. Et aujourd'hui, toute la société sénégalaise est interpellée. C'est-à-dire c'est l'échec de notre système d'éducation de manière générale. Et si on parle maintenant du système classique d'éducation, avec ce qui se passe dans notre pays, nous constatons de plus en plus que notre système d'enseignement est en train de péricliter. Alors, est-ce que Dambodj, certainement, il y a beaucoup qui nous regardent et qui ne voudraient certainement pas entendre ça, mais est-ce que le problème, ce n'est pas tous ces droits ou nouveaux droits, comme le dit le chef de l'État dans sa constitution de 2016, accordés aux enfants, aux jeunes, aux mineurs, qu'il faut qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans un pays où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Effectivement, parce que jadis, l'éducation était une affaire de tous. Oui. Dans le quartier, chacun avait le droit de pointer du doigt un enfant et de le récriminer. Chacun et de le corriger si besoin en était. Aujourd'hui, dans les quartiers, personne n'ose toucher l'enfant de l'autre. Parce que vous touchez à l'enfant de quelqu'un qui est dans le quartier, il risque même d'aller vous traduire devant les cours de tribunaux. Il porte plainte tout de suite. Donc pour montrer qu'aujourd'hui, avec les transformations que notre société a subies, aujourd'hui, nous ne pouvons qu'avoir ces situations-là que nous déplorons. Donc c'est pourquoi moi, je considère que d'abord, le premier acte de changement, c'est qu'on ait un système éducatif qui éduque et qui instruit. Parce que nous avons un système éducatif qui donne des conséquences, des connaissances, donc qui instruit, mais qui n'éduque pas, parce que les modules d'éducation ont été extirpés de notre curriculum. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on nous a vendu des théories occidentales, surtout la France, qui nous a laissé un système extraverti avec la colonisation et un système qu'elle contrôle depuis le Quai d'Orsay, mais qui nous impose comment on doit formater notre société, comment on doit former nos jeunes. Et aujourd'hui, ils nous ont imposé, avec des organisations franc-maçonniques athées, qui financent des organisations ici dans notre pays, qui nous imposent la suppression du châtiment corporel, par exemple. Moi, j'ai l'intime conviction qu'avant, les enfants avaient peur de leur maître, parce que avoir peur de son maître n'était pas mauvais pour un tout petit. Pourtant, malgré tout, Dambodj, ce qu'on entend, c'est d'ailleurs ce qu'on entend dans ce reportage-là. Ce qu'on dit, c'est que ces pratiques-là, oui, ça vient de l'étranger, oui, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que ce ne sont pas deux explications un peu trop légères quand même? Oui, mettre tout sur le dos des réseaux sociaux. Moi, je pense que, à chaque fois que je parle de ces questions, la France, comme je dis, certes, influence, si c'est notre système d'enseignement, influence notre système d'enseignement. Mais c'est parce que nous avons accepté d'être influencés, parce que d'autres pays africains sont là,
qui ont pris leurs responsabilités et ont dit à la France basta, et qui ont pris leurs responsabilités, ont changé de paradigme et ont mis dans leur module d'enseignement des apprentissages liés aux réalités socioculturelles. Maintenant, nous, le Sénégal, nous restons encore ce peuple complexé, donc qui est arrimé sur les valeurs occidentales, surtout les valeurs françaises. Moi, je considère que ça, quand même, c'est une réalité. Mais ça, moi, je ne condamne pas la France, parce que la France a le bon droit d'avoir une volonté d'acculturer un peuple, de rendre un peuple complexé et pour mieux se servir et mieux servir ses intérêts. Ça, c'est son bon droit. Mais quand notre pays continue depuis 1960 à accepter que la France, à partir donc du Quai d'Orsay ou d'autres milieux français, mais nous impose comment on doit éduquer notre société, mais s'ils ne veulent pas changer de paradigme depuis quelques jours, mais ils n'ont qu'à changer l'intitulé du ministère même de l'Éducation nationale, parce que ça devait s'appeler le ministère de l'Instruction nationale, parce que encore une fois, si on regarde notre curriculum, on a mis de côté tous les modules qui devaient éduquer correctement nos enfants, pas éduquer nos enfants selon les valeurs occidentales, mais éduquer nos enfants par rapport à nos propres valeurs, en introduisant correctement les langues nationales dans notre pays pour mettre notre culture. On reviendra un peu sur ça, mais tout à l'heure vous avez dit qu'aujourd'hui personne n'ose lever la main sur les enfants, mais les enfants n'hésitent pas à lever la main sur leurs professeurs, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez décrété une journée sans école. Effectivement, aujourd'hui, tous les enseignants du département de Dakar se sont mobilisés pour marquer leur solidarité à l'endroit de la camarade qui a été agressée au CEM Blaise Diagne. Exactement la même situation s'est produite à Louga, au CEM Artillerie, il y a à peu près 2 semaines ou 3. Également, il y a 1 semaine, c'était le cas au CEM Bukot Diamberin. Donc, trop, c'est trop. Aujourd'hui, on a, en l'espace de 2 mois, 3 enseignants ont été agressés dans leur lieu de travail. Et aujourd'hui, avec un silence coupable des autorités, même si on vient de nous dire qu'un communiqué a été pondu par le ministère, nous considérons qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête, qu'on observe 1 minute de silence, nous tous Sénégalais, qu'on comprenne que le Sénégal est en danger. Parce que si les enseignants qui ont la lourde et exaltante mission de former les Sénégalaises et les Sénégalais qui seront assez outillés pour prendre en charge le développement de notre pays, si ces gens-là doivent être dans une situation où ils doivent trembler dans leur classe, où maintenant la peur a changé de camp, ça c'est extrêmement grave. Alors que pour qu'on ait un système d'enseignement correct, il faut que les enfants accordent de l'importance aux enseignants. C'est-à-dire que si l'enseignant est dévalorisé, si les enseignants, le mythe de l'enseignant s'effondre, ça veut dire exactement qu'il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus d'enseignement. Qu'est-ce qui a tué ce mythe aujourd'hui? Et ce mythe-là, moi je pense que les responsabilités sont partagées, parce que moi je ne vais pas faire dans la langue de bois. Qu'on le veuille ou non, les acteurs ont chacun un niveau de responsabilité. C'est pourquoi pour la responsabilité qui incombe aux enseignants, souvent je leur dis qu'un enseignant, pour être respecté, doit bien se former. Et ça veut dire que la formation, ça incombe à l'État. Mais là, avec la formation connue, l'enseignant doit avoir une maîtrise des contenus. Ça, c'est important. Donc la deuxième chose, c'est que l'enseignant doit éviter d'avoir une certaine familiarité avec les apprenants. Parce que l'excès de familiarité va faire de telle sorte que l'enseignant va démystifier, va être démystifié par son élève. Donc ça, c'est quelques conseils souvent qu'on donne aux enseignants. Mais le véritable responsable, c'est l'État du Sénégal qui, pendant longtemps, met parfois des enseignants qui ne sont pas formés. Et quand ils restent dans les classes, ils demandent à être formés. Dans les sites de formation, ils prennent leur temps. Ils louvoient, ils tergiversent pour les amener dans les sites de formation. Et après la formation, on prend énormément de temps pour avoir l'acte administratif qui les met dans la fonction publique, pour les mettre en solde, etc. Et leur donner donc les avantages liés à leur fonction. Ça crée tellement de problèmes que nous allons en grève. Aujourd'hui, les enseignants ont du mal à avoir leurs actes d'avancement, leurs actes de validation, leurs actes d'intégration. C'est-à-dire qu'ils sont stigmatisés par d'abord notre fonction publique, par l'État du Sénégal, qui n'accorde aucune importance aux enseignants du Sénégal. Et à chaque fois qu'on leur parle, ils disent que l'école, c'est le socle du développement. Est-ce que vous voulez dire par là, Damboj, que c'est parce que l'État n'accorde pas, c'est vous qui le dites, je reprends vos mots, aucune considération aux enseignants, que les plus jeunes, les enfants, qui doivent du respect à ces enseignants-là, se disent parfois que de toute façon, l'enseignant, on a entendu tel dire, c'est pas très important, on peut dire ce qu'on veut avec l'enseignant. Effectivement, c'est mon intime conviction, parce que moi, j'ai l'intime conviction que si les enseignants sont mis dans d'excellentes conditions de travail, si les enseignants sont bien formés, ça c'est le rôle de l'État. Si les enseignants ont un plan de carrière correct, l'enseignant n'est plus stressé par sa carrière,
Si on a ça, l'enseignant a un salaire décent, on ne lui nie pas ses droits. Parce qu'aujourd'hui, on se bat parce que sur le point le plus important qui focalise l'attention de tous les enseignants et qui se mobilise à travers tout le pays, c'est la révision du système de rémunération qui lèse de façon ostentatoire les enseignants du Sénégal. Ils sont dans la même hiérarchie que d'autres agents de l'État. Et on accorde plus d'importance à ces agents-là et on leur nie leurs droits. Donc aujourd'hui, ce sont ces questions-là. Et les enseignants ne demandent rien d'autre qu'une équité dans le traitement des agents de l'État, sur le régime indemnitaire, que les enseignants soient traités de façon équitable et que enfin les enseignants puissent être mis dans des conditions de travail décentes. C'est ça que nous demandons. Donc l'État du Sénégal est responsable de ce qui se passe. Là, vous êtes en train de lister vos doléances, ce qui fait que vous êtes en grève, mais restons un peu sur ce point-là, ce qui fait que les enseignants sont tabassés, on va le dire comme ça, par leurs élèves depuis quelques temps. Qu'attendez-vous concrètement de l'État? Aujourd'hui, ce que nous attendons de l'État, d'abord, il y a des mesures urgentes, que j'appelle moi les mesures conjoncturelles. Parmi ces mesures urgentes, c'est d'abord que tous les enfants fautifs soient sanctionnés de façon exemplaire, qu'ils soient exclus définitivement des établissements. Ça, c'est la première chose. Et qu'ils soient traduits devant la justice, parce que nous sommes s'ils disent que nous sommes dans un état de droit. Maintenant, en plus de cela, il faut apporter les réformes nécessaires, ce que j'appelle les réformes structurelles. Aujourd'hui, nous avons un système extraverti, cette école de Jules Ferry qui ne nous parle pas, qui ne produit que des enfants qui sont aliénés. Ce qui se passe en France et qui se passe aux États-Unis, pour nous, c'était un rêve, ça ne pouvait pas se passer ici au Sénégal. Pourquoi ça se passe au Sénégal? Parce que les enfants de ces pays sont éduqués de la même façon que nos enfants aujourd'hui. Alors que nous avons nos propres réalités qui sont délaissées. Nous avons nos cultures qui sont délaissées. Aujourd'hui, au nom de la laïcité, ils disent qu'on ne doit pas introduire les modules d'enseignement religieux. Moi, ma conviction est que pour régler définitivement cette question, c'est-à-dire apporter des solutions structurelles, il faut réformer, changer de paradigme, introduire conformément aux recommandations de l'éducation et de la formation sur la base desquelles le président de la République avait donc édicté les 11 décisions présidentielles, qu'on introduise l'éducation religieuse et pour que les musulmans puissent apprendre le Coran, que les chrétiens puissent apprendre la catéchèse, qu'on puisse former des enfants qui sont bien éduqués, qu'ils aient assez de connaissances pour rivaliser avec leurs homologues du monde. Mais c'est ça que nous attendons de nos États. Et pour la sécurité des enseignants, maintenant, pour la sécurité des enseignants, d'autorisation de port d'armes. Non, ça c'était une manière de poser le débat. Parce qu'encore une fois, la solution ne peut pas être de demander des autorisations de port d'armes. Mais c'était justement pour titiller les Sénégalais, pour leur montrer que nous sommes en danger, que la société sénégalaise est en danger. Parce que si on veut saboter un pays, il faut justement saboter l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui est le socle du développement. Aucun pays du monde n'a émergé. On donne souvent la Corée du Sud, avec des pays qui avaient le même PIB que le Sénégal. Mais après quelques années, ils ont eu un système éducatif propre. Ils ont réformé leur système. Ils y ont mis des modules qui leur permettent d'éduquer leurs enfants et d'instruire leurs enfants par rapport à la marche du monde. Aujourd'hui, ils sont à des années-lumière de notre pays. C'est ce qui montre qu'aujourd'hui, ce retard que nous avons, on ne peut résorber ce retard que quand on aura fait les changements nécessaires. Il faut changer de paradigme parce que le Sénégal a un système extraverti imposé par la France depuis 1960. Maintenant, nous avons des élites complexées qui sont là, qui dirigent notre pays, qui ne veulent pas montrer à la France que le Sénégal est un État souverain, capable de prendre en charge son destin. Et prendre en charge son destin, c'est avoir un système éducatif propre. C'est-à-dire un système éducatif qui nous parle, qui est un système sénégalais, fortement arrimé sur nos valeurs socio-culturelles. C'est ça, malheureusement, les solutions structurelles qui sont attendues. Mais moi, je ne suis plus vraiment, je n'ai plus aucun, je suis pessimiste par rapport à ce qui est en train de se faire, parce que nous n'avons pas des autorités assez courageuses pour pouvoir prendre ces décisions-là et dire à la France que le Sénégal est un pays indépendant. Ces autorités dont vous parlez ont rencontré le G7 ce week-end. Vous parlez d'une rencontre uniquement pour casser la dynamique du mouvement des syndicats. Effectivement, c'était pour faire du saupoudrage, pour semer la zizanie dans notre secteur. Damboy, vous ne pouvez pas dire ça parce que vous n'étiez pas à la rencontre, vous n'étiez pas convoqué à la rencontre. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est du saupoudrage? Oui, effectivement, parce que nous avons dit très clairement, et d'ailleurs, nos amis du G7 commencent à avoir le même discours que nous. C'est-à-dire que les négociations sont terminées. On a négocié avec le président Macky Sall de 2012 à 2014, sanctionné par un protocole d'accord le 17 février 2014 et le Mansour Sy
porte-parole du ministre du gouvernement à l'époque disait des accords réalistes et réalisables. Mais donc aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est la matérialisation des accords. On va discuter de quoi? Et puis même si on devait discuter, le président de la République, lors de son adresse à la nation le 31 décembre, a dit devant tout le peuple sénégalais que les enseignants réclament une augmentation des salaires et nous n'avons pas assez d'argent pour le faire parce qu'ils ne sont pas seuls au Sénégal. Je dois dire aux Sénégalais que nous n'avons jamais réclamé une augmentation de salaire, nous les enseignants. Ce que nous avons réclamé par contre, et que le président Macky Sall lui-même le sait et son gouvernement, c'est que nous avons dit qu'aujourd'hui, les enseignants sont lésés sur le système de rémunération au Sénégal. L'année passée, ils ont signé un avenant avec nos camarades du G6 pour dire que c'est un accord. Ils ne pouvaient pas signer un autre accord parce que l'accord, c'est le 17 février 2014. Maintenant, cet avenant-là, l'objectif, c'est d'édulcorer certains points d'accord, comme le point sur les passerelles professionnelles, parce que les passerelles professionnelles ne peuvent pas faire l'objet d'un concours, mais c'est un examen professionnel qui valorise les années d'apprentissage pour que les enseignants ne retournent pas à l'université pour faire la licence ou la maîtrise. L'autre point, c'est la validation aux 2 tiers. Nous avons dit dans le protocole du 17 février 2014, validation aux 2 tiers, avec rappel. Le président Macky Sall est en train de revoir cet accord-là, d'édulcorer le point pour maintenant rappeler aux tiers alors qu'on a signé rappel aux 2 tiers. Donc il doit énormément d'argent. Même les 100 milliards dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les rappels d'avancement, les rappels d'intégration et rappels de validation, le total, le cumul, estimé à 100 milliards aujourd'hui, et même à plus parce que d'autres actes sont sortis, même si ce n'est pas le même nombre d'actes que Mariama Sarr a annoncé, parce que son point de presse était destiné à enlever, à sortir le G7 de la grève pour nous laisser seuls nous le G20. Mais aujourd'hui, tous les enseignants disent que les petits points qu'ils sont en train d'avancer pour dire on a signé 25 000 actes, ça ne peut pas arrêter cette grève. Cette grève, pour l'arrêter, il faut agir sur les points, sur le point nodal. Et le point nodal, c'est la remise à plat du système de rémunération pour corriger les injustices et les iniquités qui sont décriées par tout le monde et qui ont fait l'objet d'une étude par le cabinet MGP Afrique. Sur la table du président Macky Sall, il doit ouvrir des négociations inclusives avec tous les syndicats légalement constitués pour qu'on puisse définitivement régler cette question et que notre système puisse souffler et qu'on arrête les grèves. Mais parler d'actes que nous avons signés pour pouvoir arrêter la grève de connivence avec le G7, ça ne passera pas. Ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même des années, que vous nous parlez exactement de la même chose. Et on a l'impression que le gouvernement continue à faire exactement ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire ne rien faire pour satisfaire vos revendications. On va vers une impasse. Comment faut-il faire alors pour éviter cette impasse-là? Cette impasse-là, c'est ce que les enseignants nous ont dit lors de notre premier plan d'action. Parce que je rappelle que c'est le G20 qui a déposé en premier son préavis de grève, qui a expiré, donc on l'a déposé le 30 octobre, ça a expiré le 30 novembre. Immédiatement après, on nous a dit que le G7 également, en ordre dispersé, ils ont déposé des préavis de grève. Aujourd'hui, nous, lorsqu'on a lancé notre premier plan d'action le 14 janvier, eux aussi, ils ont lancé un plan d'action le 22 et le 23. Une grande réussite, ensuite, une marche réussie. Mais parce que ce jour-là, ça a coïncidé avec notre deuxième plan d'action. Les 2 plans d'action ont chevauché. Maintenant, nous allons entamer notre 3e plan d'action que nous allons décliner demain à la fin de la réunion du G20. Maintenant, la position des enseignants à travers le pays, c'est quoi? Exactement, Moustapha, ce que vous dites, c'est ce qui est sorti des assemblées générales. Les assemblées générales des enseignants nous ont dit que depuis plusieurs années, on dit la même chose. Nous voulons qu'on remette à plat le système de rémunération pour corriger les injustices, qu'on mette fin aux lenteurs administratives. Ils ont dit qu'ils vont dématérialiser, il y a des lenteurs encore, et qu'on appuie la dette et qu'on règle également les points de recrutement. Parce que 300 enseignants sortant de la FASTEF, donc promotion 2013, attendent d'être affectés. Jusqu'au moment où je vous parle, ils ne sont pas affectés, ils sont contraints au chômage et les enseignants disent que nous devons nous mobiliser avec eux pour qu'on les affecte parce que c'est leur droit d'être affecté. Maintenant, pour dire, je rappelle, pour terminer sur cette question-là, effectivement, les enseignants nous demandent d'être unis. L'unité de tout le mouvement syndical enseignant, c'est ça qui est sorti des assemblées générales. Maintenant, nous avons dit aux enseignants qui nous regardent que nous sommes d'accord avec leur appel à l'unité. Et c'est pourquoi nous leur disons que nous sommes d'accord avec ceux qui disent que nous devons rester unis si notre seule volonté et notre seule préoccupation, c'est de régler les problèmes des enseignants. Maintenant, nous lançons un appel au G7 pour que tous les Sénégalais comprennent qu'aujourd'hui, la situation que traverse l'école est une situation catastrophique. Maintenant, nous devons unir nos forces, nous sommes d'accord, nous le G20, pour qu'ensemble, qu'on puisse lutter la main dans la main et qu'on puisse faire face au gouvernement pour qu'on règle définitivement ces questions et qu'on passe à autre chose, qu'on passe aux réformes structurelles dont je parlais tout à l'heure. Il est temps, Damboy, de passer à autre chose, c'est la rubrique Bulle avec Hassan Gueye et c'est juste après ceci.
La rubrique Vidéonet Hassan qui parle des médias aujourd'hui avec cette commission de la carte nationale de la presse dirigée par Daouda et qui a été installée ce matin par le ministre de l'Éducation, le ministre de la Communication et non le ministre de Dame Mbodj. Alors Moustapha, vous l'avez dit, donc c'est cette commission qui va octroyer les cartes de presse aux journalistes mais aussi aux techniciens des médias. Oui. Donc une commission qui a été installée ce matin, vous l'avez dit. Mami Kanté aura droit à sa carte. Effectivement, donc il fait partie des ayants droit. Et c'est Daouda notre confrère de IGFM qui est le président de cette commission, et la mise en place de cette commission a suscité beaucoup d'intérêt chez les internautes qui ont commenté cette information. Nous commençons avec Frédéric Diallo qui dit que cela ne se déroule pas comme la première fois où au début la distribution des cartes de presse était stricte. Quelque temps après, le copinage a tout bafoué. Ce sont d'autres qui en ont bénéficié, mais pas les ayants droit. Il faut travailler donc en étroite collaboration avec les organes de presse pour pouvoir délivrer ces cartes de presse comme il le faut. Poursuivons avec cet internaute qui commande sous couvert de l'anonymat et qui écrit: courage mes chers, en parlant des membres de cette commission. Le pays vous écoute, la nation porte sur vous un espoir réel de voir enfin le Sénégal et le très névralgique secteur de la presse débarrassé de cette racaille qui a brisé des carrières par la non-maîtrise des techniques de traitement de l'information. Lisa qui dit que ça va régler tant de choses dans ce secteur de la presse. Enfin, l'assainissement du secteur dit Bouba Boga Sayo. Bakary Sissé qui écrit que je suis persuadé que la carte nationale de presse va servir de râteau pour assainir le paysage médiatique. Certains corps étrangers appelés la racaille scruteront ailleurs que dans ce métier noble. Et nous terminons, Moustapha, avec cet internaute qui s'appelle Alune le vrai Ngachua. Bien dit mon frère, cette carte de presse nationale nous permettra vraiment aussi de pouvoir bien servir, mais aussi de faire la distinction, car on a un métier noble, journalisme, notre passion. Merci à vous, Hassan Gueye, Dame Mbodj, merci. Merci Ça a beaucoup, été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'édition du soir. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne chaque soir. On se quitte avec la revue de la presse en ligne qui porte la signature de Safiatou Cissé. Bonsoir. La récente sortie du directeur de la Sénac SA, Javier Idié, parlant de renégociation inappropriée de concession de l'autoroute à péage Dakar à IBD préoccupe à bien des égards le bureau exécutif du Forum civil. À en croire Sénéweb, au cours de sa réunion tenue ce dimanche, la section sénégalaise de Transparency International note une volonté manifeste de la Sénac SA de vouloir fermer toute possibilité de renégociation du contrat de concession le liant à l'État du Sénégal. Dans la foulée, ils apprécient très négativement cette sortie de mise en garde de teintée de menaces de la part de la société Sénac à l'endroit de l'État du Sénégal. Pour Birahim Seck et compagnie, ces propos sont tenus dans un contexte où les trafics de péage sont excessifs par rapport aux distances parcourues et au trafic. L'autoroute à péage, au lieu d'être une autoroute de facilitation de la mobilité avec des conditions de sécurité et de rapidité acceptables, est perçue comme une autoroute de stress avec les longues files d'attente au niveau des postes de péage et celle de tous les dangers pour les usagers, lit-on également dans le texte. Assassinat d'Abdou Elinking Diatta, Robert Sagna donne sa version, titre canal 221.com, qui nous apprend que l'enquête sur le meurtre du secrétaire général autoproclamé du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le MFDC, Abdou Elinking Diatta, avance à grands pas. La révélation a été faite par le coordonnateur du groupe de réflexion pour la Casamance dans le sud du pays. Robert Sagna rassure toutefois que cet assassinat n'a rien à voir avec les objectifs des rebelles.
La Gambie a connu une journée sous très haute tension dimanche 26 janvier 2020 à Banjul. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté pour réclamer le départ du président Adama Barrow. Des heurts ont éclaté avec la police. Le bilan est encore incertain. Le directeur d'un hôpital de la ville annonçait déjà la mort de 3 manifestants dimanche soir. Une information démentie très rapidement en début de nuit par le gouvernement gambien. Sa famille exige la programmation rapide de son procès. Le dossier de Karim Tabou renvoie en correctionnel d'après El Watan qui précise que le juge d'instruction de la 10e chambre du tribunal de Sidi Mahmat a transmis le dossier du détenu Karim Tabou en correctionnel. Le procureur du même tribunal a décidé de faire appel à rapporter le Comité national pour la libération des détenus sur sa page Facebook.